et je vais partager également mon écran. Hop, et je vais lancer le PowerPoint. Voilà, hop, je vais aussi réduire tout ça. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire dédié à la rénovation des bâtiments publics et la préservation de la biodiversité. C'est un webinaire que nous vous proposons dans le cadre de notre programme régional qui s'appelle Un toit pour la biodiversité. Donc, je suis Daphné Marquez, coordinatrice biodiversité à France Nature Environnement Centre Val-de-Loire, et donc je suis en charge de l'animation de ce projet et de ce webinaire. Euh, donc, je vais tout de suite vous rappeler quelques petits éléments techniques. Vous avez possibilité via Zoom d'activer ou désactiver votre caméra et votre vidéo. Donc, comme je le disais, ce webinaire est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, n'hésitez pas à éteindre votre caméra. Et puis, pour le bon déroulement de ce webinaire, si vous ne prenez pas la parole, veillez bien à ce que votre micro soit éteint pour éviter des perturbations auditives. Vous avez également la possibilité d'utiliser des outils pour lever la main ou bien utiliser le chat pour poser vos questions. Donc, nous avons identifié des temps bien particuliers pour que vous puissiez poser des questions lors de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces outils. Alors, voici le sommaire. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter le programme Un toit pour la biodiversité. Ensuite, on parlera de l'enjeu chauve-souris dans les travaux du bâti avec l'intervention de Thomas Chaton d'Indre Nature. Ensuite, nous aurons une présentation à plusieurs voix sur la... Ah non, pardon. Nous aurons avant cela une diffusion d'une vidéo qui nous permettra d'aborder un retour d'expérience de collectivité sur l'enjeu Martinet Noir. Et ensuite, un retour d'expérience à plusieurs voix sur deux communes d'Indre-et-Loire avec un partenariat entre l'ALP au Centre Val-de-Loire et les villes de Bourgueil et de Saint-Nicolas de Bourgueil. Donc tout d'abord, pour parler de la présentation du programme Intre pour la biodiversité, c'est un projet qui est porté par le réseau FNE Centre Val-de-Loire qui est à la coordination régionale. Et ce programme avait d'abord été initié pour accompagner les bailleurs sociaux dans l'accompagnement, la préservation de la biodiversité dans les travaux d'isolation de leurs bâtiments. Et puis, depuis fin 2023 et pour l'année 2024, nous avons obtenu des financements de l'État via le Fonds vert et France Nation Verte pour pouvoir poursuivre ce projet, cette fois à destination des collectivités, donc accompagner les collectivités dans la préservation de la biodiversité dans leurs bâtiments publics, et donc avec plus particulièrement l'enjeu chauve-souris qui est fléché. Et donc, les différentes associations de notre réseau qui participent à ce projet sont présentes sur cette cartographie. Et il y a aussi en région Centre-Val de Loire un autre acteur qui est fortement mobilisé sur ces enjeux chauves-souris et bâtis, qui est le Muséum de Bourges, qui a été partenaire aussi dans le cadre de ce projet-là les années précédentes. Donc pour les objectifs de ce projet, voilà, l'idée c'est de protéger les gîtes et les nichoirs qui sont dans les bâtiments qui sont concernés par des travaux. On a orienté le projet à la préservation des chauves-souris, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont inféodés au bâti. Le fait d'avoir fléché l'enjeu chauve-souris, comme vous allez le voir, c'est parce qu'elles sont fortement menacées par diverses pressions et elles ont vraiment besoin qu'on les accompagne, on va dire, dans la préservation de leur gîte euh, dans les bâtiments, du fait de la réhabilitation de bâtiments pour répondre aux enjeux énergétiques notamment. Il y a aussi l'objectif de sensibiliser et d'accompagner les collectivités donc à la prise en compte de cette biodiversité, puisque les collectivités ont un, euh, un travail de comment dire, d'exemplarité
à montrer. Donc, l'idée, c'est de passer par les collectivités pour montrer le bon exemple, la bonne manière de fonctionner pour préserver la biodiversité sur leurs bâtiments publics, pour donner aussi le bon exemple pour les autres acteurs du territoire, et également de sensibiliser les habitants ou les usagers concernés par ces travaux en ayant développé un kit de communication à leur intention. Pour les espèces, donc on a parlé des chauves-souris et donc les chauves-souris sont notre première cible, notamment parce que d'après les études du muséum sur la région centre, on a observé depuis 15 ans une baisse de 88% des effectifs, ce qui est énorme. Donc ces populations sont en souffrance et les réhabilitations des bâtiments, ils sont pour beaucoup. Donc on a une forte carte à jouer sur ce point-là. Ensuite, on parle des martinets noirs qui, d'après les études du stock, donc du suivi temporel des oiseaux communs, qui est une étude basée sur un protocole scientifique mené partout en France, il y a eu une évaluation des tendances sur cette espèce-là. Et donc, les martinets ont baissé leur population a baissé de 46% entre 2011 et 2019. Et puis, les hirondelles de fenêtre également ont subi une baisse un peu moins importante, mais tout de même de 23% de leur population entre 2011 et 2019. Donc, ce sont les trois groupes d'espèces cibles pour notre projet objectif, un toit pour la biodiversité, pardon. Et, mais bien sûr, d'autres espèces peuvent se retrouver sur les bâtiments et donc on veillera à les observer et éventuellement proposer des mesures si besoin, si on trouve ces autres espèces. Donc, on a ciblé ces trois groupes d'espèces parce que ce sont des espèces protégées, qu'il y a un régime de protection étendu pour ces espèces-là, protection à la fois de l'espèce, de leur habitat, de leur nid, même en période où elles ne sont pas présentes, donc hors période de reproduction. Et on protège aussi des éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce. On protège aussi les œufs et on interdit les atteintes directes, que destruction, mutilation, capture, ou indirectes, qui sont des perturbations intentionnelles des oiseaux. Elles sont largement protégées, ces espèces, et les principaux risques encourus, c'est un petit rappel, euh, il y a des amendes et de l'emprisonnement qui sont prévus dans l'article L 415-3 du Code de l'environnement, avec 3 ans d'emprisonnement possible et jusqu'à 150 000 euros d'amende. Et les conséquences techniques, en plus de ces problématiques évoquées, ce sont également les reports au mieux, voire l'annulation totale des chantiers si rien n'est envisagé pour, pour, venir en aide à ces espèces identifiées sur les chantiers. Donc ce programme Un toit pour la biodiversité, on l'a travaillé avec nos associations de manière à pouvoir proposer diverses actions. La première, c'est de mobiliser les collectivités pour trouver des candidats qui souhaitent s'investir à nos côtés dans le projet pour être suivis et suivre les bâtiments qui vont nécessiter des travaux, des bâtiments publics. Donc, valider avec les associations les projets à suivre dans le cadre de ce programme-là, avec une forte volonté de privilégier les enjeux chauve-souris, bien évidemment. Réaliser des diagnostics écologiques entre donc mai 2024 et février 2025 sur l'ensemble des projets qui seront retenus. Présenter bien évidemment les résultats des diagnostics aux collectivités et valider avec ces mêmes collectivités les éventuelles mesures éviter, réduire, compenser euh, vis-à-vis des impacts du projet sur la biodiversité en présence et proposer des mesures pour rendre favorables les bâtiments après les travaux, ce qui peut entraîner des gestions de dossiers de demande de dérogation espèces protégées par les associations qui accompagneront ces projets-là. Et ensuite, tout un suivi des travaux pour vérifier la bonne mise en place des mesures définies ensemble. Donc, je vous ai remis brièvement un petit diagramme qui présente un diagnostic écologique. En gros, ça se passe il y a deux possibilités. Soit on est en présence d'espèces protégées, soit on est en absence d'espèces protégées. Le cas le plus simple, c'est le deuxième, l'absence d'espèces protégées.
avec, même si les espèces ne sont pas présentes, une volonté quand même d'améliorer la biodiversité du site avec création d'aménagements favorables pour les espèces, tout type d'espèces. Et puis en présence d'espèces protégées, bien là, il faut identifier ce qui est compatible ou non avec les travaux. Et pour ce qui n'est pas compatible avec les travaux, bah, identifier des modifications possibles. Et donc en utilisant le triptyque éviter, réduire, compenser, en privilégiant en premier l'éviter, puis le réduire et enfin, si nécessaire, le compenser, dans le but, bien évidemment, que les impacts compensent les impacts bruts, enfin les impacts qui restent après évitement et compensation, et qu'on puisse même aller au-delà en proposant des mesures positives, c'est-à-dire qui permettraient d'augmenter la biodiversité du site après travaux. Voilà pour cette présentation du programme. Pour aller plus dans le détail et dans le concret, je vous propose maintenant de passer la parole à Thomas Chinton d'Indre Nature, qui va nous parler de ses retours d'expérience qu'il a pu avoir avec diverses collectivités sur des projets avec justement la question de la préservation des chauves-souris dans le bâtiment. Je te laisse la parole, Thomas. Bien, merci. Bonjour à tous. Euh, c'est bon. Est-ce que tu peux me donner la possibilité de partager mon écran, s'il te plaît? Bah non, j'ai le diapo et puis je vais te laisser me dire quand je passe les diapos. Ah, d'accord. Oui, Ah bon. c'est plus Ok. simple comme ça. Merci. Bonjour à tous. Thomas Chaton, chargé de mission faune à Indre Nature. Je suis aussi animateur du plan régional d'action chauve-souris. Voilà. J'y reviendrai un peu plus précisément tout à l'heure. Donc, je vais vous présenter cinq retours d'expérience. Euh, on va dire il y a deux lots. Un lot avec un exemple qui va être sur euh, donc les gestions d'une colonie en cas de. Alors, excuse-moi, Daphné, Oui. j'ai un, j'ai un temps de latence entre le vidéo. Ah voilà, excuse-moi. Donc, un accompagnement Le premier exemple est donc ça va être un accompagnement de collectivité en amont des travaux quand la colonie est identifiée. Voilà, donc plutôt ce qu'il faut faire. Et quatre exemples de découvertes fortuites lors de début de travaux ou après lors de dégâts prononcés. Voilà. Donc, on va passer au premier exemple pour être dans le concret. Donc, le gymnase de Luan, dans le PNR de la Brenne, périphérie de Châteauroux. Voilà, donc là, on a une colonie de noctules communes, une très importante colonie avec 100 ou de 100 à 320 individus qui se logent derrière un bardage en bois. Donc, vous avez la photo en bas à droite. Donc, le bardage en bois, il y a à peu près un espacement de 5 cm entre le mur béton et, euh, et, euh, et le bardage, où il y avait de l'isolation. Hein, donc, c'était de la laine de verre. Donc, cette colonie-là, elle est connue depuis 91. Donc, on a signalé la présence de cette colonie importante à la municipalité. Et donc, il y a eu un projet d'agrandissement là, qui est encore dans les cartons. Donc, le projet est encore en cours, hein. L'accompagnement est en cours. Voilà, donc on a réalisé un diagnostic en amont. Donc, on l'a fait en mois de décembre l'année dernière, en partenariat avec le Parc naturel régional de la Brenne, afin de trouver euh, trouver une marche à suivre pour que les travaux de l'extension du gymnase prennent bien en compte les chauves-souris. Voilà. Voilà, donc ce qu'on a conseillé, on a proposé des aménagements. Donc,
le gîte originel que vous voyez, c'est la bande centrale en bois là, il n'est pas touché ce gîte-là. L'extension, ce sera sur la gauche, euh, côté herbe, on va dire. Et voilà, donc le gîte, on va recréer des gîtes sur l'extension du gymnase et pour offrir des nouveaux gîtes euh, à la colonie. Et donc, sur le bardage où se situe la colonie actuellement, on a pour parler il y avait la volonté de changer l'isolation, car l'isolation était toute tombée en bas du bardage. Elle a plus de 30 ans. Il n'y a plus du tout de pouvoir isolant. Voilà. Donc là, on va pas toucher à cette partie-là pour pas gêner la colonie, mais plutôt installer probablement une isolation à l'intérieur du bâtiment. Voilà. Voilà. Et donc, tout ça, on va quand même l'organiser avec une dérogation espèce protégée. Voilà. La noctule commune, c'est une espèce qui est relativement très menacée en, en France, hein. Donc, soumise à avis du CSRPN, voire du CNPN, du Conseil national de protection de la nature. Exemple suivant. Donc, le prieuré de Méobec, toujours dans le PNR de la Brenne. Donc là, une colonie encore connue depuis longue date, d'une cinquantaine de grands rhinolophes. Voilà, donc on avait transmis l'information de la présence de cette colonie-là à la commune. Là, c'est la communauté de communes qui avait récupéré le foncier et on a appris dans le journal euh, que les travaux allaient commencer de restauration. Voilà. Donc, rapidement, Nature a contacté la communauté de communes et une convention a été signée pour qu'on accompagne cette, ces grands travaux de restauration. Voilà. Du coup, ça consistait en quoi? Bah, à participer aux réunions chaque semaine, aux réunions de chantier, afin de parler avec tous les professionnels du bâtiment, hein, les couvreurs, les maçons, afin de décaler hein, les travaux euh, sur des parties qui n'allaient pas déranger les chauves-souris. Voilà. Donc il y a eu une location euh, de- d'échafaudage qui a duré un peu plus longtemps que prévu. Voilà. Donc, un exemple d'accompagnement, on a dû faire ça rapidement. Voilà. Il n'y a pas eu d'anticipation. Donc, il y a eu quand même un surcoût des travaux. Voilà. On a proposé une pause de chiroptière. Je vais y revenir tout à l'heure pour vous expliquer c'est quoi ce terme, chiroptière. Voilà. Malheureusement, le but des travaux ici, là, c'était de mettre hors d'eau un bâtiment qui était en cours qui était quasiment en ruine. Là, vous avez les photos en bas à droite. Les travaux étaient quasiment finis. Il y avait quasiment plus de toiture pour la plupart des bâtiments. La colonie de rhinolophes était quasiment plus du tout dans la partie toiture, grenier. Elle était quasiment tout le temps dans la partie euh, rez-de-chaussée. Voilà. Il n'y a pas de fonction après ce bâtiment-là. Donc, c'était vraiment, il y avait pas d'usage. C'était vraiment éviter que le patrimoine tombe, quoi. Voilà. Les résultats après les travaux et l'accompagnement, bah, malheureusement, les résultats la colonie est parvenue. Euh, pour un élément qui n'avait pas été transmis par le couvreur, en fait, il y a eu un écran sous toiture qui a été posé. Ça, c'est quelque chose qu'il faut veiller euh, absolument, car ces écrans sous toiture deviennent quasiment systématiques aujourd'hui. Et les grands rhinolophes qui aiment s'accrocher sur les lithos
des toitures, le litonnage, bah là, ils ne pouvaient plus quasiment le faire. Et donc, même, c'est des risques de mortalité, même, parce que c'est une matière qui peut se partir en petites fibres. Et les chauves-souris peuvent même s'accrocher dedans et mourir. Voilà. Voilà. Donc, voilà ce qu'on avait installé pour le retour des chauves-souris. Parce que du coup, en fait, initialement, les grands rhinolophes rentraient par les fenêtres et les portes qu'il n'y avait plus. C'était grand ouvert. Et donc, toutes les ouvertures allaient être fermées. Et donc, du coup, on leur donnait un accès au grenier via une chiroptière. Donc, vous voulez ce que c'est qu'une chatière? C'est une ouverture pour passer, faire entrer et sortir les chats. Là, on a créé une sorte d'ouverture pour les chiroptères, les chauves-souris. Voilà. Donc, c'est une petite aération, on va dire, inclinée de l'ordre de 50 cm de long sur une quinzaine de centimètres de haut. Voilà. Ce dispositif-là est principalement fait pour les espèces qui rentrent dans leur gîte en vol. Euh, on a 25 espèces en région centre. Certaines espèces aiment rentrer dans leur gîte par des petites fissures, des avancées de toit, sur le bord des pignons de toiture. Les rhinolophes, eux, ils aiment rentrer dans leur gîte en vol. Voilà. Exemple suivant, l'école primaire de Chaillac. Alors là, la découverte a été un peu catastrophique, puisqu'en fait, là, le faux plafond s'est carrément effondré sur la table des écoliers. Voilà. Donc, il y avait pas de plancher au plafond, enfin, au grenier, pardon. Et là, il y avait une colonie de 400 femelles de grands murins. Voilà. Donc, vous voyez la colonie en haut à droite. Là, vous voyez, bah là, il y a ouais, plus de une année, je crois qu'il y avait jusqu'à 600 femelles. Voilà. Et donc, ça, la remorque en dessous, c'est la quantité de guano en 2 ans. Euh, voilà. Donc, ça produit quand même pas loin de 150-200 kilos. Voilà. Donc, si on nettoie pas annuellement les déjections d'une année enfin, de plusieurs années, forcément, un faux plafond tombe. Voilà. Heureusement, ce faux plafond-là est tombé la nuit. Voilà. Donc, Indronature, on a été appelé à la rescousse, on a répondu à l'appel et on a réussi à faire des aménagements pour concilier la cohabitation. Voilà, donc on a posé un plancher sur le solivage, les solives qui étaient existantes. Voilà, on a posé une bâche sur ce plancher-là. On a remplacé la laine de verre qui était fortement souillée et une partie du faux plafond qui était noir. Voilà. Et on a créé aussi une création, on a créé un accès dans le pignon pour faciliter le nettoyage annuel. Voilà. Et donc ce financement, tous ces travaux-là, de l'ordre de 6-7 000 euros, on a réussi à faire financer avec l'aide de la DREAL Centre-Val de Loire. Voilà. Donc là, c'est vraiment un cas particulier. Voilà, il y a eu de gros dégâts qui étaient inattendus, découvertes. Voilà. La colonie a bien accepté l'aménagement parce qu'on n'a pas du tout changé leurs habitudes d'entrée et de sortie de gîte. Hein. Euh, voilà, donc malheureusement, plusieurs années après, la colonie a trouvé un subterfuge pour s'installer sous le plancher qui leur était dédié. Donc, elles se sont installées entre le plancher et le faux plafond. Donc, elles ont refait quasiment les mêmes dégâts qu'initialement. Voilà, donc euh, surtout veiller à rendre étanches, hermétiques les intrusions sous les planchers lors d'aménagement. Voilà. Une autre école primaire est toujours encore avec l'espèce grand murin. D'ailleurs, pour l'anecdote, sur 10 colonies
de grands murins connus dans le département, il y en a 7 qui sont dans des écoles primaires. Voilà. Donc c'est vraiment une espèce. Enfin, les bâtiments scolaires, les écoles primaires sont vraiment à inventorier, à diagnostiquer en priorité. Donc là, le contexte, on a eu un appel d'un élu pour nous signaler la présence d'une importante colonie de chauves-souris dans le grenier de la cantine de l'école. Donc là, les travaux étaient déjà commencés. Voilà, donc là, c'était début juillet. Euh, on a eu de la chance parce que c'était une année avec un printemps relativement précoce. Donc, quand on a découvert la colonie, les jeunes grands murins de l'année étaient déjà volants. Donc, et puis, quand je suis arrivé le lendemain de la découverte, toute la colonie était déjà partie parce que bah, la pelleteuse était dans la cantine et la colonie a eu peur, a déménagé dans un autre gîte. Voilà. Donc, du coup, il n'y a pas eu de décalage de travaux puisque le dérangement était déjà fait, mais pas de façon intentionnelle. Voilà. Donc, on a participé aux réunions de chantier pour trouver une façon de cohabiter à l'avenir. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges avec l'architecte, le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, pardon, pour trouver une façon de décaler la VMC, installer un plancher qui n'était pas prévu. Il faut les faire valider tout ça par la sécurité incendie. Voilà, donc il y a eu un gros suivi de chantier effectué. Indronature a pris en charge pour montrer que Indronature n'était pas là que pour poser des problèmes, mais trouver des solutions. On a participé à l'achat et la pose d'une bâche. Et donc, c'est ce surcoût euh, engendré par la découverte et la prise en compte des chauves-souris a été pris en charge encore une fois, par la DREAL Centre-Val de Loire. Voilà. Pour toutes les colonies, Indronature s'engage à faire le nettoyage annuel ou tous les 2 ans des greniers. Voilà. Donc, on vient avec des bénévoles pour nettoyer les greniers pour récupérer le guano. Donc, les points de vigilance, les points de réussite, j'en ai déjà cité quelques-uns, mais voilà, dès que vous avez des projets de restauration de bâtis, il faut vraiment faire un diagnostic faunistique, et notamment en sortie de gîte. Là, je vous ai parlé de colonies qui sont relativement visibles, qui sont dans des combles ouverts. Euh, pour la plupart, il y a souvent des colonies de pipistrelles communes. Les pipistrelles communes sont plutôt des espèces qui vont se mettre dans des petits interstices dans l'isolation des bâtiments avec le placo par-dessus. Donc, on ne les voit pas en journée par un contrôle en journée, mais on les contrôle en sortie de gîte, au crépuscule. Donc, faut faire des diagnostics à la tombée de la nuit. Voilà. Sinon, ce sont des espèces qui passent vraiment sous les radars. Voilà. Et donc, la nécessité d'une dérogation espèce protégée en cas de présence d'espèces, qui permet un petit peu de borner les aménagements. Voilà. Veiller à la nature des matériaux utilisés. Et donc, du coup, il faut vraiment qu'il y ait un échange avec le maître d'ouvrage et les maîtres d'œuvre aussi, hein, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'écran sous toiture à des endroits où il ne faut pas. Voilà, par exemple, ça. Euh, euh, voilà, reboucher des trous de sortie de gîte qui ont été identifiés. Voilà. Euh, Anticiper l'entretien du gîte, souvent les greniers, donc avec l'accumulation de guano. Bon, je vous l'ai montré tout à l'heure en photo, on peut vite se retrouver avec 150, 200 kilos de guano qui peuvent représenter une nuisance olfactive. Hein. Voilà.
Et aussi, un point de vigilance à avoir, c'est l'éclairage public. Bien souvent, après la restauration d'un beau bâtiment, un prieuré ou une église, hein, euh, donc on a pris en compte les chauves-souris, on leur a fait une chiroptière, posé un plancher, on a mis de l'argent pour ça. Et on met de l'éclairage public pour valoriser ce patrimoine bâti. Et les chauves-souris, elles sont pour la plupart lucifuges. Elles détestent les zones éclairées. Elles sont victimes de pollution lumineuse. Et donc, tous les aménagements, le temps et l'argent mis en œuvre peut être mis à mal si on met des projecteurs sur l'entrée et la sortie du. Voilà. Donc, veillez à ça. Donc, voilà, la prise le plan national d'action chauve-souris, c'est une politique nationale du ministère, hein. Euh, Et donc, dans ce plan national d'action, il y a une dizaine d'actions, dont l'action 5 est protéger les gîtes dans les bâtiments. Et donc, cette action, un toit pour la biodiversité, s'intègre complètement dans cette action-là. Pour aller plus loin, il y a eu 2 recueils d'expériences qui ont été publiés et diffusés. On pourra vous les transmettre si besoin. Donc, un en 2015 dans le cadre du PNA, qui a été fait par la Société française d'études et de protection des mammifères. Et en 2023, tout récent, le groupe Chiroptère Grand Est, qui a aussi émis un recueil d'expériences très riche. Voilà. Merci Thomas pour cette présentation. Je vais maintenant arrêter mon partage et puis on va pouvoir passer à un temps de questions si vous le voulez bien. Si cette présentation amène des questionnements de votre part, n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour prendre la parole. On a quelques petites minutes dédiées à ces questions. Oui, allez-y, monsieur Boisgrelier, de Boisgrelier, pardon. Oui, bonjour. Question sur les écrans de sous-toiture. Non seulement vous avez dit que ça se généralisait, mais c'est juste normal parce que c'est maintenant la référence technique du point de vue du bâti. Donc, ce n'est pas une généralisation en cours, c'est une obligation et qui a sa cohérence technique. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que vous proposez comme solution compatible entre cette solution technique qui est maintenant officielle et générale et la problématique chiroptère au sens large? C'est une très bonne question, je l'attendais. Euh, du coup, moi, sur les bâtiments que j'ai suivis par ailleurs, on n'a pas mis d'écran sous toiture. Pour les greniers qui sont non aménagés, où le grenier reste en volume, on va dire, ouais, non aménagé. Là, on n'a pas mis d'écran sous toiture. Et voilà, le propriétaire a fait le choix de. Voilà. Après, c'est 2 réglementations qui s'opposent, hein. Si on met ça, ça va à l'encontre d'une espèce protégée et d'un autre côté, on ne respecte pas les. Voilà. Je suis un petit peu. Peut-être que je suis un petit peu court sur ce sujet-là. Il est encore à creuser. Je ne sais pas si vraiment c'est obligatoire, point de vue, c'est devenu une norme. Voilà. Je ne serais pas à 100% affirmatif parce que d'abord, il y a toujours des exceptions, il y a toujours, voilà, les références techniques et normes sont devenues complexes enfin, ou sont complexes. Et donc, faut être prudent. Je ne la maîtrise pas entièrement. S'il y a des concepteurs dans la salle qui n'hésitent pas à intervenir, mais il y a, en tout cas, il y a un vrai
il y a plusieurs apports à cette technique qui vont de la conservation, enfin, de la protection de la pluie et de la neige, surtout de la neige, jusqu'aux questions d'isolation. C'est l'ensemble. Donc voilà, vous l'avez effectivement dit de façon complémentaire par rapport à ce que j'ai dit, ces deux réglementations qui sont apparemment contradictoires. Cherchons ensemble la solution, mais si vous aviez des pistes, c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez nous indiquer de quelle structure vous venez, Monsieur Octopocono? En transition, donc en ce moment, ma fonction officielle reste sur un domaine de gîte et chambre d'hôte, donc D'accord. mais j'ai fait d'autres choses avant. Ok, très bien. Pour les Peut-être. couvreurs avec qui j'ai travaillé sur le sujet, ils ne voyaient pas l'importance, l'utilité de l'installer sous nos latitudes, enfin, à notre altitude même. Enfin, c'est plutôt, on m'avait dit que c'était plutôt pour en région où il y avait de la neige. Voilà, donc ils étaient plutôt OK pour ne pas installer d'écran sous toiture. Voilà. Mais, Oui, Carole, si tu veux prendre la parole, on te la donne. Vous m'entendez? Oui, Bonjour, vous m'entendez? oui, on t'entend. Je voulais savoir où se procurer des chiroptières. Est-ce que tu peux te présenter, Carole, s'il te plaît? Carole de la Sépente, Carole Deveau de la Sépente. Donc, je souhaitais savoir où nous pouvons nous procurer des chiroptières, s'il vous plaît. Alors, les chiroptières, ça ne ça s'achète pas comme ça. C'est un couvreur qui l'installe. Donc, c'est du sur-mesure, hein. Alors, bien souvent, on est contraint par l'espacement entre les solives, entre voilà, les poutres qui montent. Et donc, souvent, la largeur est contrainte par ça. Sinon, après, faut faire vraiment des découpes et là, c'est un peu plus onéreux. Et voilà, c'est du sur-mesure avec un couvreur. Il faut respecter, ça dépend de l'espèce que vous avez dans le grenier. Mais voilà, faut faire attention pour ne pas faire une ouverture pour les pigeons et les choucas. Sinon, vous allez créer d'autres nuisances, voire l'abandon de la colonie. Faut aussi respecter, faut pas le faire trop dans la toiture pour éviter de chasser l'air chaud qui est plutôt recherché pour les colonies de chauves-souris. Donc plutôt le mettre au tiers supérieur, enfin au tiers inférieur, pardon. Voilà, et donc respecter une inclinaison aussi pour pouvoir faire une entrée d'eau. Voilà, c'est à discuter avec un couvreur. Et voilà. Donc je peux vous transmettre des plans, mais ces plans-là sont à transmettre au couvreur et après, lui, il va adapter, quoi. D'accord, merci. Monsieur Lassalle, Oui, bonjour. Vous si vous pouvez parlez vous de... présenter avant de poser Oui, votre je question. suis conseiller municipal à la commune de Noiset dans l'Indre-et-Loire. Très bien. Et voilà, vous parlez d'incompatibilité avec les chauves-souris du pare-pluie qui est un pare-pluie en, euh, en plastique, un genre de plastique Alors, parce qu'en réalité, il y a deux sortes de pare-pluie. Il y a le pare, Exactement. il y a le pare-pluie qui se déroule, qui s'agrafe sur le toit, et apparemment, c'est celui-là qui pose de problème pour les chauves-souris. Et vous Mm. avez des pare-pluis qui sont rigides, qui sont à base de fibres de bois. Et ce que je voudrais savoir à ce moment-là, est-ce que si le film pare-pluie pose des problèmes aux chauves-souris, est-ce que celui qui est en plaque de fibres de bois, est-ce qu'il est compatible avec les chauves-souris? Une bonne question. J'ai pas eu le cas. Peut-être que dans la salle, j'ai vu qu'il y avait Laurent Arthur ou Michel Lemaire. Peut-être qu'ils ont eu ce retour d'expérience-là. Euh, Parce que pratiquement tous les fabricants d'isolants de fibres de bois, ils font des pare-pluis
Donc, ça a quelques millimètres d'épaisseur. Ça doit faire autour de 20 ou 30 millimètres d'épaisseur. Et je pense que ça devrait être moins problématique. À 20 30 millimètres. Ah oui, donc c'est carrément, enfin, ouais, c'est des plaques, c'est pas de l'OSB ou. Ça ressemble à la l'OSB, mais c'est pas de l'OSB. Ça a aussi un effet, c'est par pluie, mais ça a aussi un effet isolant. Ça peut être intégré aussi dans le calcul de l'isolation, Ouais. puisque c'est en fibre de bois et donc Oui, donc du coup, je vois de quoi vous parlez. Donc oui, je pense que là, ça peut être compatible. Si l'aspérité est assez où il y a encore des accroches, je pense que ça peut être favorable. Alors, je sans être exhaustif, et je ne connais pas tout, mais par exemple, il y a une marque Pavatex, par exemple, qui est une marque connue d'isolant fibre de bois qui fait ce genre de produit, hein. Mhm. Donc, On ça peut serait laisser la posé. parole peut-être à Laurent pour Non, compléter si tu as la réponse. non, j'ai pas la réponse. Nous, on est plus spécialisé dans les immeubles en ce moment. Ah, tu peux te présenter, Laurent, s'il te plaît, pour Oui, ceux qui ne te connaîtraient pas. Laurent Arthur, chauffe qui peut et anciennement Muséum de Bourges. Donc nous, actuellement, on travaille beaucoup sur les isolations, mais sur les isolations et la rénovation thermique des immeubles. Donc là, on est dans le cas des maisons. On a fait ça pendant longtemps, mais c'est vrai qu'on a sur des retours comme ça. Moi, j'ai pas de retour à donner. S'il y a des questions sur les immeubles, je suis là. Merci, Laurent. Pas de quoi. Encore 5 minutes si vous voulez poursuivre les échanges sur cette partie-là avant de passer à la suite. Si jamais il y a d'autres questions, sinon on avance sur le déroulé du webinaire. Personne ne sera frustré, on est bon? Alors, je vais relancer mon partage d'écran et nous voulions vous présenter euh, avec le réseau. Hop, je remets les bonnes choses, pardon. Où suis-je? Là. Tac. Nous voulions vous présenter une vidéo qui rappelle pareil, la thématique, l'enjeu Martinet noir cette fois dans les bâtiments. Et donc, j'espère que tout le monde voit bien mon écran et que tout va bien se coordonner. N'hésitez pas à me dire, à me faire un On retour. appelle le seigneur du ciel. Ce sont des oiseaux qui font des piquets à 200 km/h, qui rentrent dans leur nid à 60 km/h. C'est un oiseau qui arrive au mois d'avril. Pour le martinet noir, il repart fin juillet en Afrique jusqu'au Congo pour l'hivernage. En 2015, on a commencé à faire les recensements. Voilà. Et donc, j'en ai parlé à la mairie. Elle nous a sensibilisés aussi à cette cause. Et puis nous, on a mis en place derrière la démarche pour piloter cette action. Ici, vous vous trouvez sur le quartier des Halles de Toulon, qui viennent d'être réhabilités. Et on a intégré dans ces règlements de ravalement de façade l'obligation de préserver les nids de martinets existants. Une fois que le nid est bouché, le martinet, petit à petit, on n'en verra plus. Et tout ça, c'est pourquoi ils sont en déclin alarmant un peu partout en Europe. Depuis 7 ans maintenant, chaque année, on a fait des recensements. On a donc fait tous les quartiers pratiquement du centre ancien, où on a localisé les sites de nidification. Tout ça, c'est sur un gros tableau Excel. On envoie ce tableau aux entreprises de façon à ce que lorsqu'il y a des travaux, au moins, il y ait quelque chose à protéger. Et c'est la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, où on évite, ou bien on compense par la pose et l'installation de nichoirs. Les propriétaires, syndics ou maîtres d'œuvre, quand on les sensibilise à la cause, souvent ils adhèrent et puis ça n'a pas des coûts très importants sur une opération de ravalement de façade. Des fois, c'est juste garder le trou existant et des fois, c'est ajouter un nichoir en béton de bois, comme on a vu sur les grosses opérations de la ville de Toulon. Vous êtes ici sur le rooftop de l'opération de Toulon-Montetti. Donc, cette opération-là a intégré
la préservation de la biodiversité qui était présente à l'origine sur le site, un dossier de demande de destruction d'habitat pour en recréer un nouveau au même endroit, a été faite à l'Adréal. L'Adréal l'a accepté et a prescrit des mesures, notamment la mise en place des nichoirs définitifs. Le projet en intègre 80. Les nichoirs définitifs fabriqués en béton de bois ne sont pas une réelle contrainte sur le chantier. Le nichoir en béton de bois, c'est un matériau qui est thermo-isolant, étant donné qu'il y a du bois à l'intérieur, et ce qui permet de ne pas avoir de condensation à l'intérieur du nichoir. Je suis un ancien directeur d'usine dans la préfabrication de béton, et j'avais envie de créer quelque chose qui ait un sens. J'ai pris la décision en 2019 de commencer une nouvelle aventure en créant ma société de nichoirs en béton de bois. Pour commencer un nouveau chantier dans une nouvelle ville, bien souvent on a l'exemple de Toulon qui nous permet de pouvoir avancer sur le sujet. On a par exemple la ville de Rennes qui a déjà intégré des nichoirs à Martinet, mais il y a aussi la ville de Nice. Il y a les remparts de Guérande, là dans les monuments historiques. Autour de Toulon, ça commence à bouger. La ville de la Seine nous a demandé de faire des recensements, ce qu'on a fait depuis 2 ans. Depuis maintenant 5 ou 6 années, on a engagé cette démarche sur l'ensemble de la commune. Donc c'est vrai que maintenant, les autres collectivités viennent nous demander conseil, comment aborder les choses et arriver à ces résultats, puisqu'on a plus de 400 lignes préservées. Je suis contente. 7 ans d'implication, et je suis contente parce que j'espère travailler dans cet objectif-là avec des associations, avec des entreprises, des villes et des régions qui vont s'impliquer. Voilà pour cette présentation. Alors, j'ai cru comprendre que le son n'était pas extraordinaire. Je m'en excuse. Heureusement, on avait les sous-titres. Ce sont les aléas du direct. Euh, pour ma part, ça criait très fort dans mes oreilles, mais je suis désolée si vous n'avez pas pu entendre correctement. Donc voilà pour ce petit retour d'expérience sur les Martinets donc à Toulon. Et donc on va laisser maintenant la parole à l'ALPO Centre Val-de-Loire avec Vincent Licheron, le directeur, qui va nous présenter à plusieurs voix avec deux des collectivités qui ont été encadrées par la LPO sur des retours à la fois en faveur des hirondelles de fenêtre et puis un autre retour également sur les chauves-souris. Je te laisse la parole, Vincent. Et je remercie Thomas pour sa présentation précédente. Bonjour à tous. Alors effectivement, Gilles Pelé est également là pour faire cette présentation à deux voix, puisque l'idée c'est aussi de laisser parler les élus, ceux qui sont sur le terrain, pour arriver à convaincre de la faisabilité, de la réalité, du côté concret de ces sujets-là, qui deviennent de plus en plus prégnants à l'heure où effectivement nous sommes tous euh, et ben, face à des enjeux de rénovation énergétique des bâtiments qui se multiplient et donc des réflexes, j'allais dire simples, on va le voir, peuvent être mis en place. Donc ce témoignage commence avec la ville de Bourgueil et avec un sujet sur l'église. Alors on évoquera deux églises dans ces cas pratiques. On a vu tout à l'heure dans l'Indre que les chauves-souris étaient érudites puisqu'elles se trouvaient principalement dans les écoles, comme nous disait Thomas. Il s'avère qu'en Indre-et-Loire, elles sont également pieuses. Là, en l'occurrence, on commence par des hirondelles à Bourgueil. On enchaînera ensuite avec les chauves-souris à Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Est-ce que Gilles, vous voulez commencer par dire un mot sur ce cas pratique? Oui, je veux bien, hein. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Gilles Pellet, je suis élu à la commune de Bourgueil et j'ai en charge, je suis délégué au comité environnement. Donc, voilà, présentation. Alors, le contexte, il est simple, hein. On devait faire des travaux de rénovation sur notre église, hein, charpente et couverture, dans la mesure où la charpente commençait à appuyer fortement sur les murs latéraux et les murs latéraux commençaient à s'ouvrir un peu. Donc,
les travaux devenaient assez urgents. Donc, nous devions commencer les travaux début mars 2022 et courant janvier 2022, l'architecte des Monuments de France nous a alerté qu'il y avait présence de nids d'hirondelles, de fenêtres en haut sous le toit, hein, donc à l'extérieur. Et donc, nous alerter pour nous dire qu'on ne devait pas détruire les nids et prévenir donc la LPO du 37. Donc, chose que l'on a fait immédiatement pour alerter la LPO du 37. Donc, Jean-Michel Feuillet est venu nous voir et nous a précisé effectivement que il ne fallait pas détruire les nids, sinon on était redevable d'une amende, voire plus. Donc, au lieu de commencer début mars, les travaux ont été reportés vers le 15 octobre, hein, à la période où les hirondelles partent en migration. Et nous avions compté en gros autour de l'église pratiquement entre 30 et 35 nids d'hirondelles qui n'étaient pas tous occupés, hein, la plupart, hein, les trois quarts étaient occupés en nidification. Et donc, ces nids allaient être détruits, donc il fallait les remplacer. On a trouvé un accord avec la LPO pour la fabrication de nids artificiels. Et il faut savoir qu'il faut un nid et demi par nid naturel. Donc, on a fait faire en gros entre 50 et 60 nids artificiels. Et notre gros travail, ça a été de rechercher dans la ville de Bourgueil et particulièrement autour de l'église des bâtiments où nous pouvions mettre ces nids artificiels. Alors, on a trouvé les halles qui sont à côté de l'église. On a disposé environ une vingtaine de nids. Voilà les photos, hein. C'est la photo les nids de gauche, hein, que vous voyez, gris. Et donc, nous avons installé en gros une vingtaine sous les halles parce qu'on n'avait pas trouvé d'autres bâtiments. Et donc, on les a installés courant l'hiver 2022, lorsque les travaux avaient commencé et que les hirondelles étaient parties. Et au mois de mars, mars 23, donc 2023, lorsque les hirondelles sont revenues, donc évidemment, elles ont été fort surprises par l'échafaudage, donc elles ne pouvaient plus accéder à leurs anciens nids et se sont un petit peu baladées dans la ville. On les voyait tournoyer et chercher. Et elles ont réussi à trouver sous les halles les nids artificiels. Donc, nous avons eu en gros une dizaine de nids, voire entre 10 et 15 nids qui ont été utilisés par les hirondelles. Donc, on a été fort agréablement surpris. Et donc, elles ont pu dérouler toute leur nidification de l'année en 2023. Voilà. Donc, pas plus tard que tout à l'heure, hein, en début d'après-midi, Jean-Michel Feuillet était revenu nous voir pour localiser d'autres bâtiments dans Bourgueil et nous avons trouvé des bâtiments susceptibles d'accueillir des nids, les autres nids artificiels qu'on doit réinstaller. Donc, on va en réinstaller. Là, nous avons compté 59 nids artificiels à peu près autour de l'église, sur des bâtiments communaux, parce que c'est plus facile à faire, dans la mesure où si on demande aux propriétaires privés d'installer des nids en haut de leur bâtiment, ce n'est pas toujours évident. Donc, nous avons privilégié les bâtiments communaux. Voilà pour tout vous dire. Donc, par rapport à la première action, le premier déploiement des nids, si je peux dire, nous allons réaliser le 15 mars, c'est un vendredi, une journée pour le public pour communiquer sur les acteurs du chantier, les artisans commerçants. Ils vont expliquer, les artisans, pas les commerçants bien sûr, les artisans qui vont expliquer leur métier, comment ils sont intervenus sur l'église,
au niveau de la charpente, la couverture. Et nous allons installer un, un espace mairie où on va expliquer un petit peu euh, le- 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 les, les hirondelles, le rôle de la LPO, et nous allons demander à la LPO s'ils ont des supports pour communiquer avec les gens et leur expliquer la situation. Voilà un petit peu ce qu'il en est pour la commune de Bourgueil. Donc les nouveaux nids, là, la deuxième salve, si je peux dire, nous allons l'installer avant le 15 mars parce que c'est à partir du 15 mars que les hirondelles reviennent de migration et donc, elles vont pouvoir trouver d'autres nids pour pouvoir nidifier. Voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé sur l'église de Bourgueil. Alors effectivement, c'est intéressant parce qu'il y a deux éléments à noter. C'est que bien souvent, les élus, les services techniques ne sont pas forcément au courant des Mm. réglementations, du droit, du statut de protection de certaines espèces. Et bien souvent, on a affaire à voilà, de la destruction de nids, pas forcément pourvu des plus mauvaises intentions. Mais nous, notre rôle, c'est vraiment de venir expliquer que le statut de protection, il couvre aussi les nids, même en l'absence des oiseaux, ce qui peut paraître étonnant, mais c'est leur lieu de reproduction. Ils sont évidemment fondamentaux et doivent être conservés comme tels. Et donc, vraiment, nos assos dans le cadre de FNE ont un rôle d'accompagnement pour venir expliquer quelles sont les étapes. Et je crois que nos associations arrivent de mieux en mieux à comprendre les enjeux du bâti, les enjeux de calendrier. Et on est vraiment là pour arriver à faire lien entre biodiversité et puis ces enjeux de travaux de rénovation. Et puis surtout, je crois, Monsieur Pellet l'a dit, ce qui est important, c'est la sensibilisation aussi vis-à-vis des habitants. Mm. C'est-à-dire que c'est pas, là encore, on n'est pas face à un sujet en huis clos qui se déciderait entre les services techniques de la mairie, les artisans et de l'autre côté les associations. Il faut expliquer aussi aux habitants pourquoi parfois il y a un report de calendrier. Et je crois qu'il y a une attente sociétale aussi de prendre en compte la biodiversité également dans ces enjeux-là. Donc, c'est vraiment un aspect fondamental à ne pas oublier. On peut passer au deuxième dossier, Daphné, en priant d'excuser Sébastien Berger, qui était de garde, qui était de garde aujourd'hui, et donc il avait très certainement des urgences à gérer. Donc Sébastien Berger, le maire de Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Et donc là, on va montrer un exemple. Je vais me charger de le présenter. Là encore, en lien avec une église, cette fois concernant les chiroptères, avec une colonie de grands murins qui était présente au niveau du clocher de l'église, suivie de longue date par la LPO, hein, plus de 13 ans, ce qui permet d'avoir une bonne connaissance de l'état de la population et des habitudes, on va dire, de la colonie. Donc, comme le disait Thomas tout à l'heure, pour faire les suivis, il y a deux façons de faire, on va dire, de grandes façons de faire. Soit on a la possibilité de rentrer dans le bâtiment pour vraiment aller au plus près de la colonie. C'est l'exemple, par exemple, au château de Villandry, où la LPO suit une colonie depuis de nombreuses années là aussi, où on peut accéder au comble et en levant la tête, on est directement face à face avec les individus que l'on peut compter assez facilement. Là, s'agissant de l'église de Saint-Pétersbourg, ce n'était pas le cas. Donc, on réalise des prospections en sortie de gîte, c'est-à-dire que des bénévoles, des chargés d'études vont se positionner autour du bâtiment. En général, on compte une trentaine de minutes, mais ça peut être un peu plus, évidemment. Et puis surtout, il faut viser le coucher du soleil pour cela, hein. Les chiroptères, ce qui est impressionnant, c'est parfois leur ponctualité
quand on souhaite les observer. C'est totalement le cas là dans cette situation. Et puis, le comptage se termine lorsque moins d'un individu sortant sera compté par tranche de 10 minutes. Donc, euh, ça peut paraître complexe, mais une fois qu'on a ce petit protocole en tête, ça se fait très facilement et on est toujours à la recherche de bénévoles pour effectuer ces comptages. Diapo suivante. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette église a été très largement endommagée par une tempête en juin 2021. Donc, vous voyez la photo sur la slide qui montre que vraiment l'église a comme été décapitée. Et de l'autre côté de la slide, vous voyez l'évolution du nombre de chauves-souris dans la colonie. On a réalisé un diagramme qui permet d'observer un petit peu les fluctuations en fonction des comptages. Et ce que l'on voit depuis, j'allais dire depuis la tempête et après, c'est que il y a eu une chute importante du nombre d'individus et pour cause, puisque aujourd'hui, la colonie n'est plus présente. On fait des hypothèses, particulièrement celle évidemment de la modification de l'habitat, puisque avec un clocher qui s'est totalement effondré, on a des modifications thermiques importantes qui ont été réalisées, évidemment des courants d'air qui sont bien plus présents et autant de conditions que les chauves-souris n'apprécient pas du tout. Et puis aussi à noter la présence d'une effraie des clochers qui a été observée, c'est-à-dire un prédateur naturel pour les chiroptères. Donc, suite à cette destruction liée à la tempête, il a évidemment fallu penser rapidement des travaux pour réparer cette église et lui donner son éclat il y a quelques années. Et évidemment, il y a eu des besoins d'échafaudage, de prévoir un calendrier qui, a priori, n'allait pas forcément immédiatement dans le sens du mode de vie, de l'écosystème, de l'écologie de la colonie, de ces chiroptères. Et vraiment, grâce à des liens étroits entre la LPO et cette commune, il y a vraiment eu des enjeux pris en compte, des efforts pour cela, avec une entreprise, des entreprises, des artisans qui sont sélectionnés par la mairie et qui sont d'ores et déjà connaisseurs, eux aussi, des enjeux de chiroptères. Je prends un exemple concret, hein, parce que quand on dit ça, ça reste large, mais un exemple concret, c'est les artisans qui vont travailler sur le bois. Eh bien, le bois ne sera pas traité comme on peut le voir sur d'autres chantiers. En tout cas, le sera le moins possible pour éviter des dérangements aussi pour la faune sauvage et en particulier pour les chiroptères, puisque les traitements sont parfois très importants et peuvent nuire aux espèces. Alors, évidemment, là encore, j'insiste, nos associations ne sont pas hors sol. Elles savent lier les enjeux de sécurité et de biodiversité. Donc, le traitement du bois, parfois, il est fondamental, il est nécessaire. Quand les artisans connaissent leur métier et peuvent arriver à réduire certains traitements en faveur de la biodiversité, ils nous le proposent et c'est ce qui sera fait en l'occurrence sur ce dossier-là. L'intérêt, puisque la colonie Grand Murin n'est plus sur le site, c'est de retrouver des conditions optimales pour arriver à faire revenir cette colonie. Donc, il y a aussi des échanges avec les DDT, puisque peut-être qu'on ne l'a pas assez mentionné, mais rappelez que les DDT ont un rôle très important
dans la protection de ces espèces et dans la demande de dérogation au statut d'espèce protégée. Et donc, on est toujours en lien étroit entre les collectivités, les artisans, les entreprises et puis la DDT pour arriver à faire au mieux pour tenir les calendriers pour ces chantiers et pour les espèces. Là, en particulier, vraiment la DDT joue le jeu et nous sommes encore en cours de réflexion en ce moment, là, février 2024, pour savoir si une demande de dérogation sera nécessaire ou pas. La colonie n'est pas présente, mais à voir pour d'autres espèces si c'est nécessaire de le faire. J'ai également mentionné le respect de l'avis du 5 décembre 2023 du CSRPN. C'est important de l'avoir en tête. Le CSRPN, pour essayer de vulgariser, hein, c'est vraiment l'instance régionale qui a aussi son mot à dire pour la protection des espèces. Il y a la même institution à l'échelle nationale, là c'est l'échelle régionale. C'est elle qui va venir donner un avis scientifique sur ce qu'il est possible de faire ou non concernant les espèces. Et cet avis il est très intéressant puisqu'il concerne à la fois l'avifaune et les chiroptères. Il y a vraiment une explication par le menu des protocoles à adapter, des demandes à effectuer. Et là encore, nos associations sont présentes eh ben, aux côtés des collectivités, des professionnels, pour essayer de détricoter ces difficultés, cette complexité du droit, l'enchevêtrement des normes qui s'accumulent. Notre rôle, il est également de faire en sorte que tout cela soit fluide et que ce soit gagnant-gagnant. Merci à Daphné pour l'explication des acronymes dans la conversation. Merci à toi, Vincent, et puis merci à Monsieur Pelé aussi pour la présentation. Je vais arrêter mon... Pardon, ça c'est pour après. Hop, je vais arrêter mon partage d'écran pour qu'on puisse se voir le temps d'un échange de questions, si vous le voulez bien. Et donc, oui, j'ai spécifié dans le chat DDT, Direction départementale des territoires, donc il y en a dans les 6 départements. Et puis, le CSRPN, c'est le Conseil scientifique régional pour la protection de la nature. Nous avons une question dans le chat. Réintroduire des individus peut-il avoir un effet d'appel pour une colonie? Alors, je vais faire un début de réponse et puis Thomas, si tu veux compléter. Euh, Encore une fois, on travaille avec le vivant, mais tout cela est extrêmement réglementé. Euh, J'imagine que la plupart d'entre vous sont au courant. Euh, que ce soit pour prendre les individus si il y a des besoins, que ce soit pour en réintroduire. Voilà, il y a vraiment des protocoles à respecter. Là, en l'occurrence, non, il n'y aura pas de réintroduction d'individus pour créer un effet d'appel. L'objectif, c'est vraiment de créer les conditions naturelles pour que les espèces viennent d'elles-mêmes. Alors après, évidemment, quand on rentre dans le détail sur certaines espèces protégées, il y a des enjeux de réintroduction. Là, en l'occurrence, s'agissant des hirondelles et des chauves-souris, ce n'est absolument pas le cas. Thomas, si tu veux compléter. Donc la réintroduction ou l'introduction, ça se fait pas trop sur les chauves-souris, simplement. Voilà, il faut rendre l'habitat favorable en espérant que les colonies reviennent d'elles-mêmes. Voilà. Alors après, si on garde les cas de l'église, là, je crois que la tempête a eu lieu en pleine journée. Et donc la colonie, je crois, a été contrôlée direct après. Et il n'y avait plus du tout d'individus. Donc j'espère. Et c'était pas une tempête, c'était une tornade, je crois. Oui, c'était une tornade. C'était une tornade. Donc Tornade. j'espère que et en plus, le clocher est tombé sur la partie où les grands murins étaient, exactement à cet endroit-là, ou juste, enfin vraiment à quelques centimètres près. Donc, est-ce que les individus ne sont pas en grande partie morts aussi? Voilà, ça fait partie des autres hypothèses, je pense. Voilà. Ouais.
Et donc, non, l'introduction, ça se fait pas. Il n'y a pas d'élevage de grands murins aujourd'hui. Voilà. Et de toute façon, on rappelle que le déplacement de ces espèces protégées est très réglementé et qu'il faut une attestation Bien sûr. Oui. nominative renouvelée chaque année pour pouvoir avoir l'autorisation de déplacer les espèces C'était éventuellement. justement ce que j'allais dire. Donc, au Yvonique Le Sceau de l'Adréal Centre, la réintroduction d'espèces est extrêmement compliquée en termes de procédure. Et là, en plus, en termes de résultats très aléatoires. Donc, euh, on se lance pas dans ce genre de choses pour les chauves-souris. Les grands Merci. murins, pour exemple, c'est des espèces qui peuvent faire des grands déplacements. Donc, on pourrait se dire, tiens, on va en prendre dans une colonie pour en remettre sur. Donc, déjà, d'une, c'est interdit ou très réglementé, voilà. Mais ça ne marche pas. En fait, elles sont très fidèles à leur gîte et elles se repèrent très bien. Voilà, donc si voilà, ça ne se fait pas. Merci. Je vais passer à la question suivante dans le chat. Le rôle de l'OFB-ARB, enfin plutôt oui, Office français de la biodiversité, Agence régionale de la biodiversité, dans tout ça. Arnaud, est-ce que vous voulez préciser votre question? Le rôle de l'OFB sur une espèce plus qu'une autre, sur cet enjeu bâti et biodiversité plus généralement? Non, c'était vraiment une question ouverte sur les rôles de contrôle, de conseil en matière de biodiversité, puisqu'on énumérait des acteurs institutionnels. Celui-là, n'étant pas cité, j'étais curieux. Oui, eh bien écoutez, vous faites bien puisque l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, a évidemment euh, un rôle sur ces sujets puisque ils ont l'autorité de police de l'environnement. Donc ils peuvent venir constater s'il y a des atteintes à des espèces, s'il y a des atteintes à des milieux. Et sur constat de l'OFB, il peut y avoir des procédures engagées si la réglementation n'est pas respectée. Par exemple, une entreprise qui aurait sur son bâtiment une centaine de nids d'hirondelles qui seraient avertis par une association, par des bénévoles, par des particuliers du statut de protection des hirondelles, mais qui décideraient euh, unilatéralement de détruire ces nids qui plus est en période de reproduction de l'espèce. Oui, là, l'OFB, elle intervient, elle fait des constats, elle dresse des procès-verbales et c'est autant de moyens de faire respecter le droit devant la justice. Nous, tout l'intérêt de nos associations, c'est évidemment d'accompagner avant d'en arriver à ce type de procédure. On va dire que voilà, l'OFB, c'est vraiment ils peuvent faire de l'accompagnement, mais leur rôle, c'est vraiment, faut penser police de l'environnement. Euh, donc, voilà, ils ont beaucoup d'importance sur la protection de ces espèces et de recommandations également. Pour l'ARB, euh, on va dire que c'est là plus général en termes de sensibilisation, euh, mais nos associations sont membres aussi de l'Agence régionale de biodiversité. Donc voilà, il y a un rôle de sensibilisation, de formation également, là où l'OFB a plutôt, j'allais dire, le bras armé sur le sujet. Merci pour ces réponses. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions à proprement parler dans la salle? Sinon, on a une proposition d'un témoignage sur la gare de Châteaudun pour poursuivre les échanges. Je laisse la parole du coup à Thierry Le Terme d'Arrêt Nature. Oui, merci Daphné. Donc voilà, c'est une vieille histoire, mais enfin qui est encore d'actualité. Sur les quais de la gare de Châteaudun, il y avait des marquises, hein, c'est des genres de préaux où il y avait des martinets qui nichaient. Et donc, en pleine saison de nidification, c'est-à-dire au mois de mai, cette marquise a été détruite au chalumeau. Et il y avait des juvéniles. Bon, il y en a quatre qui ont eu les ailes grillées. Il y en a quatre que j'ai pu récupérer, donc le surveillant de travaux me les a amenés, donc ils ont été sauvés, hein, c'est Anna Rodriguez qui les a sauvés, hein.
Et donc, suite à ça, bon, la SNCF a fait une compensation en fournissant largement du bois et des planches donc et du zinc pour fabriquer des nichoirs. Donc, on a fabriqué les nichoirs, mais seulement on n'a jamais eu l'autorisation de poser les nichoirs sur la gare et sur aucun bâtiment autour de la gare. Ça, c'est monté à Paris, à Rennes. On s'est retrouvé avec les interlocuteurs les plus négatifs. Voilà. Donc, cette affaire était suivie par un inspecteur OFB, donc ça commençait à l'agacer. Et avec lui, donc, sans autorisation, on a monté les nichoirs sur la gare. Ils y sont toujours. Donc là, le problème, c'est qu'il va y avoir de nouveau des travaux sur la gare. Certains nichoirs avaient été démontés parce il y avait des pierres qui risquaient de tomber, donc certains nichoirs ont été démontés. Mais là, il en reste 4 sur la gare et 8 en tout dans l'entourage de la gare, on va dire. Donc voilà. Donc là, je cherche à reprendre. Bon, moi j'étais agent SNCF, hein, donc je cherche à reprendre contact avec la SNCF. Donc c'est pas facile pour euh, pour surveiller les travaux de 2025. Voilà. Donc là, c'est sûr que les nichoirs, bon, ben, le bois est noir, évidemment, ils vont être démontés, mais ce serait bien de faire des nichoirs dans ce qu'on appelle les caravanes, quoi, sous les gouttières. Mais j'ai pas beaucoup d'éléments là-dessus. Et il va falloir contacter les bonnes personnes à SNCF, ce qui n'est pas évident. Bon, on travaille aussi avec la ville de Châteaudun, avec qui on a posé des nichoirs dans les bois communaux et un lycée technique qui a fait des nichoirs, enfin un lycée agricole technique. Voilà. Merci Thierry pour ce partage. Je ne sais pas si tu attendais quelque chose de particulier. Non, ben, disons que voilà, c'est un témoignage, quoi. Donc c'est quelquefois compliqué, quoi. Voilà. Donc, le mot d'ordre à retenir, c'est anticipation, 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 pour dès qu'il y ait une idée de projet de toucher à un bâti, de pouvoir se rapprocher des structures qui Oui. sont expertes sur la biodiversité et de pouvoir obtenir les meilleurs conseils pour agir en Je faveur de la je biodiversité. dirais même que c'est un mauvais souvenir parce que c'est vraiment un mauvais souvenir parce que bon, le surveillant de travaux qui m'a amené les oiseaux, c'était un copain. À l'association, il y a des personnes qui voulaient porter plainte et tout ça, et c'était très 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 compliqué. Et comment porter plainte contre quelqu'un, contre la SNCF, mais ce serait le surveillant de travaux qui se fait taper sur les doigts. Et d'ailleurs, on lui a dit pourquoi tu as été en parler à des écolos et tout ça. Voilà, il s'est fait taper sur les doigts, hein. C'est quelqu'un qui ne me parlait plus, qui ne me connaissait plus après, hein. Donc voilà quoi. Mais bon, les nichoirs ont été posés, mais c'est vraiment l'inspecteur. Bon, il a arrondi les angles, enfin voilà quoi. Et on a posé les nichoirs sur la gare sans aucune autorisation. Voilà. Heureusement, dans d'autres endroits, ça se passe mieux. Mais c'est vrai qu'il y a c'est pas toujours simple surtout quand on se retrouve avec des pas d'anticipation et des bêtes en plus qui ont subi gravement le- les impacts de ces travaux. Alors effectivement, Daphné parlait d'anticipation. Ce qui est intéressant, c'est que là, on parle souvent de cas, comment dire, agir en urgence pour préserver des colonies, mais on travaille aussi parfois pour essayer de faire gagner de l'intérêt à certains bâtiments en termes de biodiversité. Et ce qui est intéressant en parlant d'anticipation, c'est vraiment l'intégration de gîtes, de nichoirs dans le bâtiment. Essayer le plus en amont possible des travaux, en échangeant avec les entreprises, les architectes, de penser vraiment l'intégration pour que ces éléments aillent complètement de pair et se fondent avec le bâtiment. Et tout cela, en 2024, il y a de nombreux exemples, cela fonctionne. Je fais cette précision parce que on nous parle assez régulièrement du problème des pans thermiques, qui est un problème à prendre en compte, hein, quand on fait de l'intégration de nichoirs ou de gîtes dans le bâti dans le cadre d'une rénovation énergétique. Euh,
on nous dit souvent, oui, mais il va y avoir un pont thermique. Mais non, il existe vraiment des solutions techniques pour parvenir à éviter tout ça et à allier rénovation énergétique et intégration des bâtiments. Dire aussi que il y a une profession qui est très intéressante quand on travaille sur ces enjeux-là, c'est les architectes des bâtiments de France, qui est connue pour être une profession plutôt stricte et rigoureuse pour la protection, la préservation du patrimoine français. Et ce que l'on voit, c'est que sur le terrain, cette profession s'adapte de plus en plus aux enjeux de biodiversité et, et arrive à avoir un langage commun avec nos associations pour intégrer des nichoirs artificiels sur des bâtiments classés. Et on sait qu'en région, on est largement doté de ce type de bâtiment. Donc là aussi, ça peut paraître un frein et qui en réalité n'en est pas, parce qu'on a plusieurs exemples locaux euh, qui démontrent que tout ça peut être lié parfaitement. Merci Vincent. Je laisse la parole à Thomas qui a levé la main. Oui, j'ai levé la main. Oui, donc je voulais rajouter quelque chose. Oui, donc rendre les bâtiments les plus favorables, comme tu disais Vincent. Donc il y a bien un bâtiment que tout le monde a sur chaque collectivité, c'est une église quasiment. Et donc souvent, enfin, il y a un siècle, dans l'Indre, il y a un naturaliste qui comptait quasiment une colonie de grands murins dans chaque église. Aujourd'hui, le grand murin, j'en ai deux sur 76 églises. C'est pour vous dire le déclin de l'espèce, mais aussi le côté défavorable qu'elles sont aujourd'hui. Pour deux raisons. Elles sont bien souvent engrillagées pour éviter d'avoir des pigeons ou des choucas des tours, qui est aussi une espèce protégée. Et souvent, elles sont très éclairées de l'extérieur comme dans le clocher. Voilà. Et du coup, c'est hyper défavorable. Euh, donc, rendre ces greniers, ces combles d'église, les rendre refavorables, c'est pas très français. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les écoles primaires aussi, ce sont des bâtiments qui sont utilisés uniquement en journée. Les nuisances dans les bâtiments plutôt privés, c'est souvent les nuisances qui sont le bruit près des chambres. Voilà, donc favoriser la cohabitation dans les bâtiments publics. Et d'ailleurs, dans les bâtiments publics, bien souvent, on a la possibilité de mobiliser de l'argent public. Quand on a des colonies qui sont dans des bâtiments privés, c'est tout un problème. Voilà, donc tout faire pour garder les colonies dans des bâtiments de collectivité. Merci Thomas. Et justement, en parlant de financement de fonds publics, Yvonique Lezeau de l'Adréal rappelle dans le chat que la rénovation énergétique des bâtiments publics est éligible au fonds vert. Donc, il vous a remis le lien si vous êtes intéressé pour en apprendre plus Et, sur les démarches à faire. et surtout là aussi, nos associations, elles se tiennent aux côtés des collectivités, hein, de nos partenaires pour travailler sur ces sujets-là parce que voilà, pour avoir fait quelques réunions dans des collectivités, et justement, je me posais la question de la connaissance et de l'utilisation du fonds vert, par exemple. Et assez souvent en disant, on m'a dit, oui, c'est un peu long, on n'a pas forcément le temps, c'est complexe, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas du tout. Mais là aussi, ouais, vraiment, nos associations sont disponibles pour échanger, pour le montage de projets, pour aider, pour faire le lien avec le sujet protection des espèces. Et ce sont des enveloppes importantes pour ce type de projet, donc il ne faut évidemment pas hésiter à les mobiliser. Est-ce que dans l'assistance, il y aurait d'autres souhaits de prendre la parole, de poser des questions à nos intervenants et à Monsieur Pelé, qui est notre élu communal, enfin représentant d'élus accompagné par le réseau associatif ce soir. Donc, s'il y a d'autres collectivités dans l'assistance, n'hésitez pas.
si vous avez des questions. Et je ne sais pas si Thierry, tu as vu le message dans le chat, mais il y a un message pour toi pour parler avec SOS Martin. Oui, très bien. Si personne ne souhaite reprendre la parole, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Je vais à nouveau vous partager mon écran euh, pour, euh, pour vous donner quelques informations supplémentaires. Donc, je vous ai montré cette même carte en début de présentation du projet Un toit pour la biodiversité. Cette fois-ci, il est accompagné des mails de nos collègues qui travaillent sur le terrain pour accompagner les collectivités dans le cadre de projets de rénovation de bâtiments publics ou autres destructions, etc. Enfin voilà, tout ce qui touche au bâtiment public et qui peut avoir un enjeu biodiversité. Voilà. N'hésitez pas à prendre contact avec chacune de ces structures en fonction de votre territoire d'action. Et puis, pour aller plus loin, je voulais aussi vous rappeler que sur notre site internet, donc FNE Centre Val de Loire, nous avons une page dédiée au programme Un toit pour la biodiversité avec des chiffres clés et surtout des informations qui pourraient vous être utiles, notamment on a mis en ligne un kit de communication à destination des habitants qu'on avait réalisé pour les bailleurs sociaux, mais qui peut également vous servir si vous le souhaitez. Donc, il est en accès libre. Donc, voilà, ce que je vous propose, c'est de vous envoyer à la fin de cette réunion le PowerPoint de notre webinaire, en attendant de pouvoir vous envoyer le lien vers le replay si vous le souhaitez le revisionner ou le diffuser à vos réseaux. Et comme ça, vous pourrez avoir toutes les informations sur les liens qui ont été intégrés à la présentation. Voilà pour ce webinaire. S'il n'y a pas d'autre volonté de prendre la parole, je vous propose de clore cette réunion dans les temps. Eh bien, écoutez, merci à toutes et tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère à bientôt si jamais on a des volontaires pour des projets sur le bâti et la biodiversité. Merci, bonne soirée. Merci. Merci Merci. Daphné. Au revoir. Au revoir. À Au revoir. bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.